Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition de 22 heures. Voici les grands titres qui font l'actualité ce soir. À l'Assemblée nationale, les présidents des commissions et mais avant, le Premier ministre participe à la conférence des présidents des commissions. Lors d'une réunion, ils sont concertés. Clôture de l'autre côté à l'Université de Djibouti, l'atelier sur l'intelligence artificielle et les neurosciences touche à sa fin. Et enfin, dans l'actualité tragique de Gaza, l'OMS alerte sur des conditions insoutenables à l'hôpital du Nord. Ce soir, focus sur un événement, une rencontre majeure qui s'est tenue à la primature entre le Premier ministre Abdelrahman El-Kamel Mohamed et une délégation des géants technologiques Huawei et Shenzhen Energy Group, accompagnée par l'entreprise locale Proxy Group. Une réunion qui pourrait marquer un tournant dans le secteur énergétique de Djibouti. Au cœur des discussions, le renforcement de la protection énergétique nationale avec une priorité donnée aux énergies renouvelables. Huawei, déjà actif dans plusieurs pays africains comme le Ghana et le Maroc, a présenté des projets innovants mêlant connectivité SG et infrastructures durables. L'une des propositions phares, l'intégration de stations combinant la désalinisation de l'eau de mer et l'énergie solaire. Le gouvernement, engagé dans une diversification énergétique, explore également des alternatives à l'énergie thermique pour répondre aux besoins locaux. Une étude de faisabilité est prévue pour analyser donc les impacts économiques et environnementaux de ces projets. Ce partenariat pourrait offrir un véritable avantage concurrentiel à Djibouti en réduisant la dépendance aux importations énergétiques tout en renforçant l'économie locale grâce à un transfert de compétences. Une visite de courtoisie, à présent toujours à la primature, pour renforcer les liens Maroc-Djibouti. Ce soir, nous revenons sur une rencontre diplomatique qui s'est tenue aujourd'hui à la primature. Le Premier ministre a reçu le nouveau chargé d'affaires du Royaume du Maroc à Djibouti, Mohamed Madahri. Cette visite de courtoisie s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre les deux pays, portées par des liens historiques solides au programme des discussions, des pistes de coopération dans des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, la gestion durable des ressources en eau à travers la désalinisation donc l'agriculture, un levier clé pour la sécurité alimentaire. Les deux parties ont exprimé leur volonté commune d'explorer des projets concrets pour le développement mutuel. Une rencontre qui reflète la volonté des deux nations d'élargir leur partenariat stratégique et d'écrire un nouveau chapitre dans leurs relations. Et enfin, sur le plan international, le Premier ministre Abdelrahman El-Kamel Mohamed a adressé ses félicitations à son homologue français, récemment nommé Premier ministre de la République française, François Bayrou. Et bien, dans un message empreint de cordialité, le chef du gouvernement djiboutien, le Premier ministre, a exprimé ses vœux de succès à son homologue pour sa mission à Matignon, réaffirmant l'engagement de Djibouti à renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux nations. Ce geste témoigne, une fois de plus, des relations privilégiées qui unissent Djibouti et la France, fondées sur un partenariat historique et stratégique. Cap sur l'Assemblée nationale, à présent où la conférence des présidents s'est tenue aujourd'hui sous la direction de Dileta Mohamed Dileta, président donc de l'Assemblée nationale. Une réunion stratégique marquée par la présence du Premier ministre Abdelrahman El-Kamel Mohamed, des vice-présidents, des présidents des groupes parlementaires ainsi que des commissions. Au cœur des débats, plusieurs dossiers clés. Les finances publiques, la commission des finances se penchera sur les comptes de l'Agence nationale de promotion des investissements et ceux de l'Université de Djibouti. Le budget 2025, une analyse approfondie est prévue pour la loi de finances initiale avec la participation élargie des différentes commissions parlementaires. Amélioration urbaine, un projet de ratification d'un prêt additionnel pour transformer les bidonvilles de Bel'Aus figure également à l'agenda. Et enfin, le président de l'Assemblée nationale a insisté sur une échéance cruciale, le vote de la loi de finances avant la fin de l'année, une obligation dictée par la Constitution. Le label Ami Handicap a été décerné au président de l'Assemblée nationale aujourd'hui. Dans la même journée, le président de l'Assemblée nationale a reçu le label Ami Handicap des mains du directeur de l'Agence nationale des personnes handicapées de Ali Saïd Mahmoud au sein de l'enceinte de l'Assemblée nationale.
Cette distinction symbolique récompense son engagement actif en faveur de la cause du handicap et son soutien constant aux initiatives inclusives. Cet événement illustre un pas supplémentaire vers une société plus équitable. Le label Ami du handicap est bien plus qu'une simple distinction. Il valorise des actions concrètes comme l'aménagement des espaces publics, la formation du personnel et l'amélioration des conditions de vie des personnes vivant avec handicap. Inclusion et accessibilité, l'ANPH décerne le label Amis du handicap. Nous faisons donc un point sur un événement majeur qui s'est tenu aujourd'hui au Sheraton Hotel dans le cadre de la Semaine nationale du handicap. L'Agence nationale des personnes handicapées, l'ANPH, a organisé une cérémonie de remise des certificats du label Amis du handicap. Une reconnaissance destinée à honorer les institutions publiques et privées qui œuvrent activement pour l'inclusion et l'accessibilité des personnes en situation de handicap. Parmi les personnalités présentes figuraient des membres du gouvernement, le directeur général de la police nationale, le colonel Abdelrahman Ali Kahin, le directeur général de la RTD, Aden Abdi, ainsi que des représentants de la garde-côte, des députés, parlementaires et des acteurs d'organisations internationales comme Qatar Charity. Cette cérémonie a été marquée par des échanges constructifs où la collaboration interinstitutionnelle a été mise en avant. Les ministères concernés ont été félicités pour leur initiative visant à rendre leurs infrastructures et services accessibles, soulignant ainsi l'importance de la solidarité dans la promotion d'une société plus inclusive. Le label Ami du handicap est bien plus qu'une simple distinction. Il valorise des actions concrètes comme l'aménagement des espaces publics, la formation du personnel et l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Pour la NPH, cet événement illustre un pas supplémentaire vers une société plus équitable. Et en clôture, vous voyez à l'image, les certificats et récompenses ont été remis aux lauréats, un symbole fort pour encourager davantage d'acteurs à s'engager dans cette démarche. Un geste donc qui rappelle à chacun l'importance de construire un environnement où chaque citoyen, sans exception, trouve sa place. Autre information, ce matin, le ministre de la Justice, Ali Hassan Bahadan, a accueilli dans ses bureaux 2 délégations pour discuter de projets majeurs visant à renforcer le secteur judiciaire et soutenir le développement économique du pays. Dans un premier temps, le ministre a reçu une délégation du groupe de la Banque mondiale composé d'experts en développement du secteur privé. Les discussions ont porté sur la réforme et l'implémentation d'un système de crédit bail, un mécanisme essentiel pour permettre aux petites et moyennes entreprises d'acquérir les équipements nécessaires à leur croissance. Bien que Djibouti dispose d'une législation sur le crédit bail depuis 2018, des ajustements sont nécessaires pour assurer son application effective et maximiser ses impacts économiques. Et dans un second temps, le ministre de la Justice a rencontré Mme Emma Nguyen Ano, représentante résidente du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, afin d'évaluer le projet d'appui à la justice financé par l'Union européenne et le PNUD. Ce projet, qui touche à sa fin, a permis des avancées significatives dans le secteur judiciaire notamment. L'organisation des audiences foraines rendant la justice plus accessible, la formation des magistrats et auxiliaires de justice renforçant leurs compétences, la digitalisation de la chaîne pénale grâce à l'équipement en matériel informatique. Les discussions ont également porté sur une nouvelle stratégie de coopération pour moderniser et développer davantage le système judiciaire djiboutien en mettant l'accent sur la transparence et l'efficacité. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, la commission des affaires étrangères, présidée par l'honorable Abdelrahman Awal et Yassine, s'est réunie dans la salle des commissions de l'Assemblée nationale pour examiner le projet de loi relatif à la ratification de la Convention numéro 181 sur les agences d'emploi privées de 1997.
Le ministre du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, Omar Abdi Saïd, accompagné d'un collaborateur, représentait donc le gouvernement. Les échanges ont souligné l'importance de ratifier cette convention qui viendra renforcer le cadre législatif national en matière de réglementation des agences privées d'emploi. Cette ratification permettra à notre pays de figurer parmi les premiers signataires et d'affirmer son engagement en faveur de la protection juridique des travailleurs, consolidant ainsi les valeurs fondamentales du droit du travail. Je vous le dis en titre, l'Université de Djibouti a conclu aujourd'hui un atelier consacré à l'intelligence artificielle et aux neurosciences. La conférence de clôture a été présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, en présence du président de l'université, Dr Jama' Mohamed Hassan, du ministre de la Santé, Dr Ahmed Rable, et du Dr Khadir Abdi Aden, spécialistes en neurosciences, ainsi que d'experts, de chercheurs et d'étudiants. Eh bien, Dr Khadir Abdi Aden a donc présenté des études récentes illustrant les applications de l'intelligence artificielle dans le domaine des neurosciences. Ces travaux ont mis en évidence comment les modèles algorithmiques peuvent améliorer la précision des diagnostics et optimiser les traitements médicaux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives dans les soins de santé. Au cours de l'atelier, des échanges dynamiques entre experts et étudiants ont permis de partager des idées novatrices et des perspectives enrichissantes sur les défis et opportunités actuelles dans les deux domaines. Écoutez le président de l'Université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan. Ont créé cette science et l'ont appelée l'intelligence artificielle. Même pas 6 ans après, est né le premier algorithme de jeu d'échecs. À l'époque, on disait qu'une machine ne peut pas battre un homme. Déjà, le jeu d'échecs faisait partie des duels de la guerre froide entre les deux blocs qui s'affrontaient dans ces jeux d'échecs. Une trentaine d'années, en 1997, un programme d'intelligence artificielle, Deep Blue, bat le champion du monde Kasparov. Et pourquoi? Je vous ai dit que le premier algorithme a été fait dans les années 60. Je pense que les anciens ici se rappellent déjà qu'ils jouaient au jeu d'échecs avec leur premier PC, personal computer, dans les années 80. Mais pourquoi la machine a pu battre en 97 l'homme? C'est que l'homme lui a donné quelque chose dont il lui manquait, la puissance de calcul. C'est cette puissance qui manquait aux algorithmes. Les algorithmes existaient bien une trentaine d'années. Tous les algorithmes aujourd'hui qu'on voit, et je pense que le professeur Sheker nous en parlera, se sont inspirés du fonctionnement du cerveau humain. Et leur théorie, et même sur papier, ils étaient déjà prêts dans les années 60-70. Et le ministre de la Santé, Dr Ahmed Rable, a également pris la parole et a souligné les vastes possibilités offertes par l'IA dans le secteur de la santé. On l'écoute. C'est un réel plaisir pour moi d'assister ce matin à ces meetings, à cette réunion scientifique sur les neurosciences et ses applications, en quelque sorte, dans l'intelligence artificielle. Maintenant, les opportunités, les risques. Les neurosciences, c'est un domaine que je connais un peu, moi, parce que on l'a un peu utilisé parce que je suis pédiatre de profession, et les neurosciences, une des applications des neurosciences touche les enfants. Bien sûr, les neurosciences touchent la santé, l'éducation, mais maintenant également d'autres domaines que le président de l'université a évoqués. Mais ce qui est important, c'est que les neurosciences, c'est étudier en fait le fonctionnement du cerveau sur le plan anatomique, biologique, physiologique.
Et de son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Nabil Mohamed Ahmed, a affirmé que cet atelier représentait une opportunité stratégique pour renforcer les liens entre sciences, technologie et éducation. Voici un extrait de son discours. Les neurosciences et l'intelligence artificielle ont des interactions très fortes parce qu'elles vont de façon, je dirais, plus que probable, déterminer notre futur. Alors, tout à l'heure, Jama a parlé de la religion et des sciences. Certes, qu'on soit croyant ou pas, Dieu nous a construits avec de la matière organique. Il nous a donné un cerveau qui fonctionne avec de la matière organique. Et avec le temps, avec l'évolution, cette matière organique s'est mise à penser, à créer une intelligence, et plus particulièrement chez l'Homo sapiens qui a dominé le monde par cette intelligence. Parce qu'il a, non seulement il était capable de communiquer, mais également d'avoir une réflexion et surtout d'échanger l'information. Alors, aussi bien les neurosciences que l'intelligence artificielle sont basées sur cette information que nous partageons. Alors, si l'organique est périssable, le silicium n'est pas périssable. Et c'est là où on pourra parler tout à l'heure également des risques. Aujourd'hui, les avancées technologiques sont vraiment trop en avance pour qu'on puisse se poser la question de ce que peut être notre avenir, de ce que nous pouvons faire par rapport à cette intelligence artificielle. Et puis, il y a aujourd'hui des régions du monde qui sont dominantes dans ces technologies, d'autres qui sont en train de suivre. Et puis nous, Africains, elle est où notre souveraineté? Elle est où notre vision du monde? Est-ce qu'on doit encore attendre que les autres fassent quelque chose pour nous? Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose pour nous-mêmes? Et je le répète depuis maintenant un certain nombre d'années, je dis que nous avons cette opportunité que les technologies, la science, l'informatique, l'Internet fait qu'aujourd'hui, un enfant qui soit au fin fond de l'Afrique, mais ou bien dans une université quelconque en Afrique ou à Harvard, dans ces grandes universités mondiales, ou à Istanbul Technical University ou ailleurs, la chance que vous avez, les jeunes, c'est que vous communiquez avec les mêmes outils et vous échangez avec le même langage. Donc vous partez de façon égale avec les autres. Vous ne partez pas défavorisés. Donc, aujourd'hui, ces initiatives qui sont prises à l'Université de Djibouti nous encouragent pour se dire qu'il est possible que nous puissions nous-mêmes nous inscrire et pouvoir proposer quelque chose par rapport à l'avenir. Journée mondiale de la langue arabe, un hommage à un patrimoine culturel sous le haut patronage du ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baré, qui assure également l'intérim au ministère de l'Éducation. Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale de la langue arabe. Cet événement qui marque aussi la clôture de la Semaine nationale de la langue arabe visait à promouvoir l'importance scientifique, culturelle et civilisationnelle de cette langue. Dans une ambiance festive, la cérémonie a réuni des membres du corps diplomatique arabe, des hauts responsables gouvernementaux, des élèves et leurs familles. La journée a été rythmée par des récitations coraniques, des chants, des animations et des remises de prix, récompensant élèves et établissements scolaires pour leur engagement envers la langue arabe. Lors de son discours, le parrain de la cérémonie, le ministre Mohamed Hassan Baré, a salué les efforts du président de la République et les initiatives du ministère de l'Éducation pour faire de la langue arabe un pilier central du système éducatif et culturel à Djibouti. L'ambassadeur du Yémen, doyen du corps diplomatique, a également pris la parole pour remercier toutes les institutions œuvrant pour le rayonnement de la langue arabe. Une célébration qui témoigne de l'engagement de Djibouti à préserver et enrichir ce patrimoine linguistique. Et le discours principal a été prononcé par le parrain de la cérémonie, ministre des Affaires musulmanes et des Biens Warf, Mohamed Hassan Baré.
Dans son allocution, il a exprimé sa profonde satisfaction face aux avancées réalisées en faveur de la langue arabe, tout en saluant les efforts du chef de l'État dans ce domaine. Il a également mis en lumière les initiatives du ministère de l'Éducation et a appelé à une collaboration renforcée pour que la langue arabe occupe une place centrale dans le pays. Et dans le même esprit de valorisation du patrimoine, l'Agence nationale pour la promotion de la culture a lancé aujourd'hui un colloque international sur les évolutions et perspectives des archives djiboutiennes. L'événement, qui se tient jusqu'à demain à l'auditorium des Archives nationales, a été présidé par la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Le colloque réunit des experts, archivistes, historiens, chercheurs et étudiants universitaires autour d'enjeux cruciaux, la numérisation, la conservation et l'accessibilité des archives nationales. Les discussions visent à dresser un diagnostic complet de l'état actuel des archives à Djibouti, tout en proposant des recommandations concrètes pour renforcer le cadre juridique et institutionnel. L'événement a vu la participation du secrétaire général du gouvernement, Al-Mis Mohamed, du directeur de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, et bien sûr de la ministre de la Jeunesse et de la Culture. Eh bien, ce colloque est un espace de réflexion essentiel pour garantir que notre mémoire nationale à travers les archives soit préservée et valorisée. Entre l'UNESCO et la question des archives. Cela s'explique parce que les archives sont indispensables pour la mémoire collective de l'humanité et pour préparer l'avenir, comme l'a souligné tout à l'heure le secrétaire général du gouvernement. Le deuxième directeur général de l'UNESCO, le poète mexicain Jaime Torres Bodet, avait une très belle expression à ce sujet. Les archives, pour lui, étaient indispensables à la continuité de la conscience humaine. Et je le cite encore en disant que les archives ne sont pas d'immenses cimetières, mais des lieux où chacun peut retrouver la trace des expériences, des aventures, des menaces et des drames de l'humanité. Dès ses premiers mois d'existence, l'UNESCO était particulièrement attentive aux questions des archives. Écoutons un extrait du discours du directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture. D'une importance capitale pour notre pays, réunit des experts, des historiens, des archivistes, des chercheurs venus d'horizons divers pour réfléchir ensemble aux enjeux et opportunités qui entourent la préservation de notre mémoire. Permettez-moi, en premier lieu, d'exprimer ma gratitude à nos partenaires institutionnels, en premier lieu le secrétariat général du gouvernement et la présidence de la République, l'UNESCO, qui ont accompagné l'Agence nationale pour la promotion de la culture dans l'organisation de ce colloque mis sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Votre soutien constant témoigne de l'intérêt commun que nous portons à la sauvegarde de notre patrimoine archivistique et documentaire. Je tiens également à remercier chaleureusement tous les participants et intervenants, qu'ils soient locaux ou internationaux, pour leur présence et leur engagement. Votre expertise et votre contribution sont essentielles pour nourrir les discussions et tracer ensemble une feuille de route pour le futur de nos archives nationales. Et le secrétaire général du gouvernement, M. Al-Mis Mohamed, a pour sa part indiqué que la gestion efficace des archives est une condition sine qua non pour garantir la transparence et la continuité administrative de notre pays. Nous avons l'opportunité de célébrer les actions que nous avons pu réaliser. Et on va les énumérer plus loin. Mais il nous faut également énoncer donc le thème, les défis. Les défis qui sont les nôtres et surtout la responsabilité qui nous incombe en matière de préservation et en matière de transmission de notre patrimoine. Le patrimoine, mesdames et messieurs, qu'il soit matériel ou immatériel, il constitue donc le reflet de notre identité individuelle, mais aussi de notre identité collective.
Il raconte notre histoire, il raconte nos luttes, nos difficultés, nos réussites, nos traditions et nos valeurs. Chaque document, chaque note, chaque rapport, chaque objet, chaque témoignage est une pièce précieuse qui contribue à la mosaïque de nos souvenirs et à notre mémoire collective. C'est pourquoi il est essentiel de le préserver, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Qu'allons-nous leur léguer? Comment pourront-ils, demain, comprendre quelle était notre action lorsque nous étions en responsabilité? Comment vont-ils nous regarder quand ils auront besoin de savoir comment nous avons agi et aussi comment ont agi ceux et celles qui nous ont précédés? Si nous ne sommes pas capables de leur laisser les traces de notre action, je crois que nous avons échoué. Et donc, nous devons persévérer dans notre démarche de sauvegarde de notre patrimoine. Et c'est à travers cela que nous pouvons regarder notre histoire et nos archives. Et nous devons d'autant plus les regarder qu'aujourd'hui, avec le numérique, nous sommes parfois happés par la digitalisation. Nous sommes happés par cette modernité qui nous attire et qui parfois, il faut oublier qu'elle véhicule d'autres codes, qu'elle véhicule d'autres valeurs qui ne sont pas forcément les nôtres. Et tellement nous sommes parfois omnibulés par cette digitalisation que nous en oublions de préserver ce qui est à nous, ce qui constitue notre patrimoine, nos archives. Et prenons la parole à son tour la ministre de la Culture et de la Jeunesse, Dr Hiba Moumouni Assoui, a souligné dans son intervention que ce colloque est un espace de réflexion essentiel pour garantir que notre mémoire nationale, à travers les archives, soit préservée. Nous l'écoutons. Un grand honneur et un réel plaisir que je prends la parole à l'occasion de l'ouverture de ce colloque international sur les archives djiboutiennes. Cet événement revêt une importance capitale dans le cadre de l'engagement du ministère à honorer la mission première de son département des archives nationales, un espace de conservation de l'histoire nationale, mais également un espace de promotion de la culture, de promotion de connaissances, un espace de lecture, de transmission, d'éducation, de formation, de partage de savoir et d'idées, de débat favorisant l'écriture de nouvelles narratives. En effet, les archives ne sont pas seulement des témoins du passé grâce aux collections de documents écrits et oraux, mais elles sont également des leviers essentiels pour écrire ensemble le futur. Ces colloques arrivent aussi au bon moment et constituent l'événement principal de la Semaine nationale du patrimoine, initiée par le président de la République, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh. Une semaine qu'il avait initiée lors du discours de la rentrée politique 2024-2025. Je tiens à le remercier chaleureusement pour sa vision éclairée et la pertinence de ses instructions quant à la préservation et la gestion des archives. Et je le cite, « Aujourd'hui, c'est l'occasion pour tous de réaffirmer notre engagement collectif à protéger et à valoriser notre patrimoine en le plaçant au cœur de notre identité nationale. » Cet événement, c'est également un moment privilégié pour dresser un bilan positif de réalisation des archives nationales qui ont enregistré ces dernières années plusieurs riches versements déterminants que je salue d'ores et déjà. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous avons aussi l'occasion d'accueillir des personnalités intellectuelles, chercheurs historiens, le représentant de l'UNESCO, que je salue, et qui, par leur communication et contribution, enrichiront ce colloque. Je leur dis, soyez les bienvenus à Djibouti, terre de rencontres et d'échanges, où la diversité culturelle et linguistique dans l'unité est un exemple pour le monde. Autre information avec cette collaboration entre l'ADDS et l'OIM, un nouveau partenariat stratégique. Hier, l'Agence nationale de développement social, l'ADDS, représentée par son directeur général, Mahdi Mohamed Jama, et l'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, à Djibouti, représentée par la chef de mission Tonja Pacifico, ont signé un mémorandum d'entente officialisant leur collaboration à travers un partenariat stratégique.
Cette cérémonie tenue dans les locaux de la DDS marque une étape importante dans le renforcement des efforts conjoints en faveur des communautés djiboutiennes. Ce partenariat vise à élaborer des plans d'action communautaires et à développer les capacités des comités locaux pour répondre aux défis sociaux et économiques. La DDS donc s'impose comme un pilier essentiel dans la mise en œuvre des politiques sociales du pays. Écoutez la représentante de l'OIM à Djibouti. Quand il y a un flux migratoire, ça touche toutes les communautés dans le pays. Ça, on le connaît. Ça peut commencer à Ali Sabié, ça peut commencer à Dikil, et ça continue. Ça passe par Arta, ça passe par Tajoura, et on arrive aux côtes d'Obok. Et quand il y a un flux si grand qui passe par des communautés où les ressources sont déjà très limitées, où il y a déjà des problèmes d'accès à l'eau, où il y a une route qui traverse la communauté, et cette même route est partagée avec des flux très grands de migrants. C'est important de soutenir les communautés, et c'est par là que le développement du pays passe. On sait qu'à DDS, il y a beaucoup d'expertise très, très avancée que l'OIM n'a pas. Alors, ce qu'on cherche, c'est de mettre ensemble nos expertises, nous, sur la migration, c'est notre mandat comme agence des Nations Unies, et vous, avec toute l'expertise très spécifique et vos connaissances du territoire de communauté, pour soutenir le développement de Djibouti. Et voici le mot du directeur général de la DDS. La signature de ces mémorandums d'entente entre l'ADDS et l'OIM s'inscrit dans un contexte plus large de développement social et économique à Djibouti. Notre pays, situé stratégiquement dans la Corne de l'Afrique, fait face à de nombreux défis, comme vous avez dit tout à l'heure, notamment en matière de développement communautaire et de gestion de migration. L'Agence djiboutienne de développement social, en tant qu'agence gouvernementale chargée du développement social, a toujours été à l'avant-garde des efforts visant à améliorer les conditions de vie des communautés locales. Créée pour améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, l'ADDS travaille sur divers fronts, notamment la réduction de la pauvreté, l'amélioration de l'accès aux services de base et le renforcement de la cohésion sociale. De son côté, l'Organisation internationale pour la migration est reconnue mondialement pour son expertise dans la gestion des flux migratoires et l'aide aux populations déplacées. À Djibouti, l'OIM intervient dans un contexte régional complexe, marqué par des mouvements de population importants dus aux conflits, au changement climatique et aux opportunités économiques. C'est donc l'intervention du directeur du développement social de la DDS. Autre information à Auteuil, dans la région de Tadjoura, un projet d'électrification solaire mené par le PNUD en partenariat avec l'association Toha a transformé la vie des habitants en offrant à 80 ménages un accès durable à l'électricité, améliorant ainsi leur quotidien, leur éducation et leur autonomie énergétique. Ahmed Hamad nous en dit plus. À Tadjoura, notamment dans la localité d'Auteuil, dans la sous-préfecture de Dora, le programme de microfinancement mené par le PNUD a également donné ses fruits. Dans cette localité, les activités du projet ont été conduites par une association locale, l'association Toha. Ce projet a permis d'introduire l'énergie solaire dans le village d'Auteuil qui n'avait pas accès à l'électricité, améliorant ainsi considérablement le cadre de vie des ménages. À Auteuil, le programme de microfinancement à travers l'association Toha a réalisé l'électrification de 80 ménages grâce à l'installation de kits solaires, permettant ainsi l'amélioration de la qualité de vie et la sensibilisation accrue à l'utilisation des énergies renouvelables. Enfin, le projet a posé les bases d'une transition énergétique dans les villages d'Auteuil en rendant les ménages autonomes grâce à l'énergie solaire. Avant l'arrivée de ce programme, nous étions dans le noir total. Grâce au président de la République et à son gouvernement, nous sommes littéralement passés de l'obscurité vers la lumière. Nos enfants étudient à l'éclairage solaire et nos femmes s'instruisent dans les meilleures conditions. Nos personnes âgées sont mieux prises en charge. Je lance un appel auprès de notre gouvernement pour que les communautés des localités voisines bénéficient également de pareilles opportunités. Grâce à l'énergie solaire, nos conditions de vie se sont améliorées à vue d'œil. Les différents projets de notre gouvernement ont tenu leurs promesses.
Aujourd'hui, nous pouvons suivre le devoir de nos enfants et aider sans difficulté à l'accouchement des femmes enceintes. Nous ne pouvions espérer mieux. L'OMS a enfin réussi à livrer du carburant, de la nourriture et des médicaments à l'hôpital Kamal Adwan au nord de Gaza, malgré des conditions dangereuses. 3 patients et 6 accompagnateurs ont été transférés à l'hôpital Al-Shifa. Les bombardements israéliens se poursuivent avec au moins 10 morts lors d'une attaque dans le nord du Gaza après un raid sur le camp de réfugiés de Shati. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis.